Nous sommes contre cette ferme-usine car elle est basée sur des importations de soja, la concentration énorme d'animaux qui posent des problèmes de bien-être animal et aussi des risques sanitaires, qui posent des problèmes de concurrence avec des élevages plus petits et de pollution de l'air et de l'eau. Nous refusons cette logique du toujours plus pour pouvoir survivre. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire aux paysans, si demain vous n'avez pas une ferme qui fait le double de la taille de l'heure actuelle, vous ne pourrez pas survivre. Et pour nous, ça c'est une logique qui est vraiment inacceptable. Nous avons aussi décidé de nous mobiliser car derrière ce projet, il y a un programme de la région Bretagne. C'est-à-dire que la région Bretagne a décidé de mettre en place une subvention de 5 millions d'euros pour financer environ 100 projets du type de celui de Langouélan. C'est-à-dire des projets de poulaillers qui font plus de 1200 mètres carrés, c'est-à-dire plus de 30 000 poulets pour chacun des poulaillers. Plus largement, la région Bretagne s'est engagée dans un consortium avec la multinationale LDC et le groupe agroalimentaire saoudien Al-Munajem, soi-disant pour relancer la filière avicole. Mais nous, on est pour qu'il y ait des poulets en Bretagne, mais pas ce type-là d'élevage. C'est-à-dire que derrière les beaux discours de la région Bretagne sur le bien manger, la COP Braise, l'écologie en Bretagne et tout ça, la région Bretagne finance le développement de fermes-usines pour exporter du poulet, notamment vers le Moyen-Orient. Alors certes, la région Bretagne finance aussi les mesures agro-environnementales. La région fait du en même temps. Et surtout communique beaucoup sur l'écologie avec la Braise COP, le bien manger et tout ça. Mais quel est le résultat de tout ça ? Le nombre de paysans continue sans cesse de chuter dramatiquement. L'utilisation des pesticides ne baisse pas. Les algues vertes sont de retour en Bretagne. Et il n'y a jamais eu autant de cargos OGM à arriver à Lorient. Face à cela, nous aussi, à la Confédération paysanne, nous allons faire du en même temps, comme nous l'avons toujours fait. C'est-à-dire que nous allons continuer à soutenir le développement d'alternatives, de fermes en agriculture paysanne, en agriculture bio, de relocalisation, de circuits courts, de toutes ces installations-là. Nous allons continuer à soutenir les installations nombreuses. Mais nous allons aussi, en même temps, nous battre contre les fermes-usines, nous battre contre l'agriculture industrielle qui bousille tout. Nous sommes pour l'agriculture paysanne et contre les fermes-usines. Alors, pour la suite de cette soirée, je vais vous expliquer un peu le déroulement. Donc, à partir de 20h, il y a une réunion publique officielle qui est organisée par la commissaire enquêtrice et il y a 100 places dans la salle. Il y aura 50 places pour les pro-projets, 50 places pour les anti-projets. Il y aura une retranscription à l'extérieur, avec des micros à l'extérieur, pour que les gens à l'extérieur de la salle puissent s'exprimer. Nous, on est venus ici en se disant, pour l'instant, c'est le moment du débat, de la discussion. On veut avoir un débat et une discussion sereine pour ce projet, pour dire qu'on s'y oppose, parce que ce projet, il est inacceptable à l'heure actuelle face aux défis face auxquels on est. Donc voilà, on vous appelle tous à avoir ce débat serein, à ne pas répondre à des provocations s'il y en avait. Enfin voilà, on va discuter, on va faire valoir nos points de vue de façon ferme et déterminée, mais c'est comme ça qu'on voit les choses. Il va y avoir plusieurs prises de parole là, avant que la réunion publique commence, notamment de Eau et Rivières de Bretagne, du collectif contre les 120 000 poulets, de Bretagne Vivante, d'un producteur de volailles bio, de Biocop, de Extinction Rebellion, de la Conf Bretagne, et aussi on va vous lire une lettre qui a été faite, un communiqué qui a été fait par le sénateur Joël Labbé qui s'est exprimé aujourd'hui contre le projet des 120 000 poulets. Il y a un petit détail public, il y a quelqu'un qui filme ici et qui va filmer la réunion publique. Donc si vous ne souhaitez pas être filmé, il faut aller voir la personne qui est là-bas et qui filme pour la tenir informée et pour qu'ainsi elle respecte votre souhait. Du coup, je vais appeler les gens qui vont prendre la parole pour Eau et Rivières de Bretagne. Je suis Jean-Paul Runigo, délégué départemental d'Eau et Rivières de Bretagne. Alain Bonnec, président d'Eau et Rivières de Bretagne, a, à son grand regret, pu être là ce soir et m'a demandé, en tant que délégué départemental, de le représenter. Nous tenons à vous dire que RB
a toujours été, est et sera toujours contre ce type de projet pseudo-agricole. Ici aussi, nous nous battrons contre ce projet avec toute notre énergie et avec tous les moyens que nous donne la loi. Depuis 50 ans, ERB s'érige en défenseur de l'eau, de l'environnement, et nous siégeons dans différentes instances, départements, CODERS, commissions diverses, les clés des sages, auprès de la région par l'intermédiaire de la FBNE dont nous sommes membres. Toujours en partageant avec d'autres associations. Nous sommes dans les commissions. Nous participons peu ou prou à la Braille-Scope encore en gestation. Être dans ces instances ne signifie aucunement leur donner un blanc-seing. Nous avons toujours su dire oui quand on le pouvait, mais nous avons toujours aussi dit non lorsqu'il le fallait. Et ce, sans compromission, sans reniement, en restant ferme sur nos convictions. C'est cette attitude que nous tiendrons toujours, en toutes circonstances, avec qui que ce soit et en tout lieu. Gilles Huette, notre ancien délégué régional, avait toute coutume de dire que ERB se doit être ferme dans le fond, mais se doit aussi d'être souple dans la discussion. Ce dossier illustre un certain nombre de contradictions. Il est difficile de soutenir une politique de soutien à la qualité de l'eau et d'autre part, par sa politique de subvention, de soutenir le dossier que l'on combat aujourd'hui. Et ça, on saura toujours le dire. Depuis 50 ans, ERB a toujours respecté les personnes pour concentrer son combat contre un système pervers qui va parfois jusqu'à ruiner ses propres défenseurs et au désespoir ses propres artisans. Système qui, à coup sûr, ruinera la terre en tuant la biodiversité et tout ce qui nous entoure. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Yves qui, comme à l'accoutumée, a étudié profondément le dossier et on peut que le remercier. Je suis donc Jean-Yves Bouglouan, je suis représentant d'Eau et Rivières de Bretagne à la commission locale de l'eau du SAGE-SCORF. Donc le bassin versant, je le connais un tout petit peu. Alors pour arriver à des choses un peu plus arides, puisqu'une enquête publique, c'est pas de la poésie que l'on lit, je vous propose donc de faire un petit tour sur ce dossier d'enquête publique. Alors le projet de poulailler de 120 000 places est en réalité, si on lit l'enquête, sur la base de 5,7 bandes à l'année, une production de 684 000 poulets d'un poids moyen de 2,7 kg. Il s'agit d'un poulailler hors sol, tant par l'importation des aliments que par l'exportation des fumiers compostés. Les aliments nécessaires à cette production représentent environ 3100 tonnes. Les poulets en sortie, 1850 tonnes environ, auquel il faut ajouter les 1500 mètres cubes de copeaux et la masse du compost exporté. Je n'ai pas fait les calculs, mais vous pouvez le faire. Il y a d'excellents sites où vous pouvez le rechercher. Le dossier ne précise pas la destination de ces composts, mais ils sont confiés à une société qui va s'en charger. On ne sait pas où ils iront, à quelle distance, on ne sait pas quel sera le suivi, qui contrôlera, puisque les moyens aujourd'hui donnés sont de plus en plus faibles pour ces contrôles. Alors, l'abreuvement des volailles se fera via un forage à une profondeur indiquée dans le dossier, présumée de 49 mètres, pour un débit escompté de 3511 mètres cubes. Selon nos calculs, fondés sur les données de l'Itavi, ces chiffres sont sous-estimés et approcheraient plutôt les 6000 mètres cubes. Les pétitionnaires pourraient nous dire que ce volume d'eau est faible, mais malheureusement, il vient s'ajouter au grand nombre de forages déjà existants sur le bassin du SCORF,
qui en période d'étiage, d'août et septembre, est alimentée à 100% par l'eau souterraine. Cette information du Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, s'appuie sur une étude réalisée entre 1994 et 2000, dont les extraits figurent dans le dossier même. On les retrouve dans le dossier. Mais dans le dossier, c'est en annexe 6. Avec le réchauffement climatique, cette étude vieille de 20 ans ne fait que prendre de la valeur aujourd'hui. Ces multiples pompages dans les eaux souterraines contribuent à assécher les sources et les ruisseaux, mettant en danger la flore et la faune liées à ces milieux humides ou aquatiques. Comme le souligne dans son rapport, la mission régionale d'autorité environnementale, le SASCORF, qui a été validé par arrêté préfectoral en 2015, a comme enjeu le maintien du bon état écologique et du très bon état biologique. Il faut noter que compte tenu des faibles débits à l'étiage, la station de pompage d'eau de Plaisance à Guémené, donc un peu plus bas qu'ici, est remplacée par une nouvelle unité de production de Beaucouette, en pleurs d'huître, alimentée par 3 forages sur la commune de Lignol. Donc, les eaux de surface, le pompage donc, qui a assuré jusqu'à l'année dernière donc l'alimentation en eau potable des habitants du haut bassin du Scorff, eh bien, aujourd'hui, on est obligé d'arrêter ce pompage, puisque le Scorff, en période d'étage, ne peut plus respecter les débits réservés. C'est une belle fuite en avant, plutôt que de restaurer les milieux en surface. Dans le cas de notre poulailler, aucune étude n'envisage des impacts sur les eaux de surface. Aucune. Quant aux émissions d'ammoniac, elles s'élèvent à presque 7 tonnes. Le dossier dit que la commune n'est pas en zone sensible, mais si l'on regarde l'inventaire communal des émissions d'ammoniac de Herbrez, la commune se situe entre 2 et 4 tonnes au kilomètre carré d'émissions. En plus d'irriter les voies respiratoires et les yeux, l'étude d'impact ne se préoccupe pas du voisinage du poulailler, mais seulement des travailleurs du site. Donc l'ammoniac participe au phénomène aussi des pluies acides et contribue à l'eutrophisation des eaux douces et côtières. L'ammoniac provient en Bretagne à 98% des déjections animales. Pas étonnant qu'avec ses émissions de 140 000 tonnes, soit la Bretagne, 140 000 tonnes d'émissions, et ça représente 18% des émissions nationales d'ammoniac. Rappelons que l'ammoniac est l'un des principaux polluants de l'air chez nous. Il faut dire que 6800 installations classées pour l'environnement sont des élevages et que nous en concentrons sur la région Bretagne 40% des élevages français, donc classés pour la protection de l'environnement. Est-il utile d'en rajouter un autre ? Les solutions les moins coûteuses pour faire baisser ces émissions, mais aussi réduire les pollutions de l'eau, serait de réduire le cheptel des élevages et faire évoluer le système agricole vers le respect de notre environnement. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Moi, je m'appelle Isabelle Villette, je suis un petit peu à la base de tout ça, parce que j'habite juste en face du projet. Il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas du tout opposée à un projet de poulailler. Je ne suis pas particulièrement ni végane, ni même végétarienne. Hein. Je mange du poulet. Vraiment, sincèrement, l'agriculture paysanne et les poulets de plein air ne me posent aucun problème. Là, effectivement, on se retrouve dans une zone vraiment fragile, à côté du ruisseau du Dordu, à côté d'un ruisseau qui descend dans le Scorff, avec un élevage qui va être forcément polluant, avec des personnes dont on n'est pas certain que leur sensation environnementale soit très très haute, et du coup ça crée quand même des petites angoisses, et des grosses même. Donc nous on a une ferme bio depuis plus de 20 ans, sans du tout de produits chimiques, et donc à partir de ce projet que l'on a lu, on s'est rendu compte qu'en fait, au niveau de l'étude d'impact, il y avait une impasse totale qui était faite sur notre ferme. Notre ferme n'existe pas, hein, on est à quoi le plus près de notre terrain est à 100 mètres des projets, mais on n'existe pas. Or, il est déclaré dans l'étude d'impact qu'il n'y a pas d'élevage à proximité. Nous sommes donc éleveuses de poules pondeuses avec un numéro en bio, donc on n'en a pas énormément, parce qu'effectivement, depuis un an, on a diminué un peu tout, puisque ce projet a fortement impacté notre avenir.
On élève des escargots. Alors on avait déjà arrêté l'élevage d'escargots il y a à peu près 1 an et demi à cause de produits chimiques qui avaient été mis dans un champ voisin. Le but était de les ramener dans notre ferme. C'était prévu pour cet hiver, ça n'a pas été fait à cause de ce projet, où on attend de savoir ce qui va se passer, savoir si on reste ou si on part, tout simplement. Oui, ces poulaillers sont polluants, oui, il y a des grosses ventilations, parce qu'effectivement, toute une telle quantité de fientes permettent de faire sortir du méthane, de l'hydrogène sulfuré, de l'ammoniac, des poussières souvent riches en antioxydants. Les antioxydants, c'est des biocides qui sont donnés en fait en préventif aux poulets de leur naissance à leur mort, hein, tout le long de leur vie, parce que c'est des parasites de la poule, un peu chroniques. Donc eux, ces poulets-là en ont tout au long de leur vie. Donc effectivement, ça se retrouve dans les fientes, ça se retrouve dans les poussières, ça va se déposer sur les fleurs alentours. On a un très beau rucher. On a démarré avec une ruche il y a très peu de temps. On a 15 ruches aujourd'hui. On a un très beau rucher, très en forme. On n'a jamais perdu d'abeilles ces dernières années. C'est vraiment malheureux et très inquiétant de voir la façon dont ce projet va se retrouver à un endroit aussi sensible et aussi sans absolument pas tenir compte de l'environnement. Effectivement, d'autres points sont à noter par rapport à l'eau, par rapport au compostage, par rapport à d'où vient l'aliment. Enfin, il y a des impacts de ces industries qui vont beaucoup plus loin. On m'a beaucoup reproché par rapport à la pétition, j'avais des signatures du monde entier. Ben oui, parce que le monde entier est impacté par notre agriculture intensive d'Europe. Et on va le payer dans les années qui viennent, on va le payer très cher. Il y aura des millions de réfugiés climatiques parce que le réchauffement, là, il va à fond la caisse. Bolsonaro est passé au Brésil. Ils sont en train de raser toutes les forêts primaires pour nous fournir du tournesol et du soja. Enfin, ça va très loin. Alors effectivement, ici, c'est moi qui prends tout parce que voilà, c'est moi qui ai lancé l'alerte au départ. Mais vous êtes tous là pour prouver qu'effectivement, je ne suis pas seule à m'inquiéter. Je ne suis pas seule à avoir peur. Effectivement, je ne peux pas déplacer ma ferme si je dois partir, mais je peux partir. Et puis, mais si le projet se fait, mais c'est dramatique. C'est dramatique pour la Bretagne, parce que les marées vertes, ça va être une catastrophe. Sans doute dans le Saône Morbihan aussi. Effectivement, il y a des projets de méthanisation qui sont prévus. Mais je doute que dans le sud Bretagne, on va pouvoir ramasser les algues vertes sur toutes les côtes. Il y a des côtes rocheuses. Enfin, je ne vois pas les camions et les pelleteuses aller ramasser des algues vertes sur les côtes rocheuses bretonnes. C'est toute une côte qui risque d'être détruite. C'est tout un tourisme qui va être impacté. Je ne sais pas combien d'emplois peuvent disparaître par rapport à cela. Ça n'a pas été compté. On compte juste le centre-Bretagne, redynamiser le centre-Bretagne, créer des emplois dans le centre-Bretagne, au détriment de toutes les côtes, qui vont être très fortement impactées par ce projet. Ça va beaucoup plus loin que simplement nous et notre petite ferme, même si pour nous, c'est un véritable crève-cœur. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Lilian Le Goff, je suis médecin à la retraite et membre de OE Rivière de Bretagne. Je m'exprime pour OE Rivière, mais aussi d'autres associations de défense de l'environnement, y compris au niveau national d'ailleurs, avec France Nature Environnement. Et je m'intéresse plus particulièrement au dossier santé-environnement. Et tout à l'heure, d'ailleurs, au cours de l'enquête publique, j'aurais à cœur de poser la question à savoir quid de l'évaluation de l'impact santé-environnement de cet élevage qui est en projet. Pour l'instant, c'est encore un projet. Mais mon propos, là, maintenant, c'est de mettre en perspective ce projet de poulailler industriel avec la politique agricole menée en Bretagne, avec des éléments assez précis. C'est pourquoi je me permettrai de jeter un œil sur mes notes. Donc nous sommes aujourd'hui réunis à Langoélan pour dénoncer un projet de méga poulailler, ferme-usine qui accentue l'industrialisation de l'agriculture et qui va à l'encontre de ce que nécessite une véritable transition agricole pour préserver le climat. On vient d'en parler avec raison, la biodiversité et l'eau, ô combien, mais aussi l'emploi, la santé environnement, la santé des agriculteurs, des riverains et des consommateurs au final. Parce qu'on produit quand même pour manger. Mais c'est dénoncer aussi ce qui s'est déjà produit cet hiver et ce qui va advenir ailleurs avec beaucoup d'argent public selon une fuite en avant qui intensifie l'irrigation de maraîchage intensif avec force pesticides et 5 millions entrant dans le capital de Dossi, 5 millions aussi pour ce plan volaille industriel, 32 millions depuis 2016 pour l'industrie porcine, mais aussi un plan de restructuration des élevages bovins avec programme de méthanisation à la clé, subventionné, comme actuellement à Courseulles.
Est-ce que cela mérite le terme de transition de l'économie bretonne annoncé par la Brescop et qui est censé, j'ouvre les guillemets, inscrire la transition climatique et écologique dans un projet d'avenir de développement durable de la Bretagne d'ici 2040. Eh bien, voyons les faits. Tout récemment, à Saint-Brieuc, s'est tenu un carrefour des lycées entre la région et le rectorat. Vous me direz, je m'éloigne un peu du sujet, mais vous allez voir qu'on va y retourner très vite. Et le but de cette réunion, de cette grand-messe au niveau des lycées, là, cette fois, est de la signature d'une charte engageant de réduire de moitié l'émission des gaz à effet de serre des lycées bretons et de mettre en œuvre le bien manger. Donc, on retombe sur nos pieds. Donc, bravo, c'est super. Sauf qu'il y a un gros bémol apporté par la presse elle-même. La conclusion d'un article de Ouest France qui relatait cet événement est la suivante. Aucune des deux institutions, donc la région et le rectorat, n'a pu s'expliquer concernant les moyens mis en œuvre pour activer les leviers d'action. Donc, on fait des promesses, on communique, et on sait très bien communiquer, mais derrière, soit il n'y a rien, c'est le coquille vide, soit on fait tout le contraire de ce qui est annoncé. Et c'est ce qui nous réunit ce soir. Le vice-président de Bretagne en charge de l'agriculture et l'ambassadeur du grand plan Macron d'investissement de 5 milliards d'euros pour l'agriculture. Comment est-il utilisé en Bretagne? On le voit bien pour le productivisme agricole, où l'on parle, et ça a été publié, de plans de compétitivité, de filières haute valeur ajoutée, mais pas du tout en faveur et en termes de plans de transition. Or, c'est ce qu'a proposé à la région un collectif citoyen composé d'associations de l'environnement, de paysans, d'élus, d'agronomes, de sociologues, de médecins, sous forme d'un véritable contrat de société, composé d'un véritable plan de transition agricole, budgétisé, avec des fonds spécifiques disponibles, déjà mis en œuvre en Normandie depuis 2015, et de systèmes alimentaires territorialisés, documentés par l'agrocampus de Rennes, et allant vers une indispensable relocalisation avec plus d'autonomie des collectivités territoriales et de prévention des crises. Par conséquent, on sait ce qu'il faut faire et comment le faire en termes de formation, de politique foncière et d'affectation budgétaire. L'argent est là, on le voit, il est distribué même très généreusement. Il est là pour une agriculture et une alimentation saine, à la portée de tous et créatrice d'emplois. Même si la Bretagne est l'une des régions à contribution significative concernant l'utilisation des mesures agro-environnementales, notamment pour les élevages herbagers, il faut utiliser cet argent autrement. Pas en faveur des fermes-usines qui dilapident l'eau et polluent l'air, qui sont totalement dépendants, qui plus est, d'importation de protéines fourragères sous forme de soja, de plus en plus transgéniques, et pour lequel on détruit le poumon vert amazonien. Et il faut le dire, il faut le crier même. On ne peut pas accepter ce type d'élevage, car c'est se rendre complice d'un écocide dévastateur pour le climat, alors que la Brescop est censée s'y opposer. La Brescop qui a pris la balle au bond de la COP21, c'est pour dire, attendez, vous allez voir, nous en Bretagne, on va être des bons, on va protéger le climat en modifiant notre économie. Et on voit aujourd'hui le résultat. Et ce qui, encore une fois, j'insiste là-dessus, l'engoéland n'est que le début d'un processus. On a cité tout à l'heure l'argent qui est mis au plan poulailler industriel. Donc vraiment, on se moque du monde, là. Et concernant l'eau, je parle au nom d'Eau et Rivière. Eau et Rivière de Bretagne pose aussi cette question. Ne serait-on pas en train de perdre la bataille de l'eau lorsque l'on constate le plafonnement à 35% des masses d'eau conforme, l'élévation à nouveau des taux de nitrate dans nombre de rivières, la recrudescence des marées vertes? On continue d'investir dans la reconquête de la qualité de l'eau. Et en même temps, toujours le fameux en même temps, ben là, en même temps, on continue d'investir dans le productivisme agricole qui est à l'origine de cette dégradation qui, par ailleurs, nous fait l'argent par les fenêtres, parce que c'est jeter l'argent par les fenêtres que de dépolluer l'eau alors qu'on continue d'encourager les pollueurs. C'est ça la réalité, c'est pas une caricature. Et donc, ça suffit. On ne peut davantage dilapider l'argent public sans investissement significatif pour l'emploi, qui plus est, parce que le plus souvent, l'opération est blanche pour l'emploi. Et c'est très exactement le cas de ce poulailler industriel. Et continuer de dégrader notre patrimoine commun.
Ce patrimoine qui est vital quand il s'agit de l'eau et de la qualité de l'air que l'on respire. Je reviens sur le sujet parce que ça devient vraiment crucial et vital. Sachant que les particules fines sont responsables de 48 000 morts prématurées par an, dont 2 000 morts pour la Bretagne, et que l'agriculture émet 48% du total de ces particules, des dégagements d'ammoniac qui contribuent fortement. Et un poulet industriel tel que celui qui est en projet, ça fait beaucoup d'ammoniac. Et ça fait aussi beaucoup de camions pour amener l'alimentation aux poulets et ensuite exporter leurs fientes, car on n'a pas la surface qui plus est pour les épandre et les absorber. C'est complètement fou, quoi. Donc l'argent est là pour une agriculture et une alimentation saine, à la portée de tous et créatrice d'emplois. Il faut juste l'utiliser autrement. C'est aussi bête que ça. Il faut en avoir la volonté politique. Et on est là pour qu'on ait la volonté politique de le faire. Donc l'utiliser autrement, en faveur d'une véritable transition, avec une politique de formation initiale et continue à des pratiques agronomiques et d'élevage véritablement soutenables. Et j'insiste sur ce second point de parrainage et de transmission pour favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et le maintien des fermes à taille humaine. Objectif stratégique, sachant que 50% des agriculteurs au jour d'aujourd'hui ont plus de 55 ans et que 90% d'entre eux n'ont pas de successeur désigné. Cette partie-là, sociologique, humaine, fait partie du plan B que l'on a proposé à la région. On a réussi à être reçu, il a fallu un peu le tordre le bras, publier une lettre ouverte, via les réseaux sociaux. Là, je vous assure que ça paye. On a été reçu, on nous a fait des promesses, mais quelques semaines plus tard, on voit ce genre de projet qui continue. Donc, j'insiste là-dessus, rapport de force. On n'est pas violent. On est des citoyens, mais qui tenons à nous faire entendre et à faire en sorte que notre argent aille à de véritables solutions, à une véritable transition, et qu'on arrête de nous raconter des histoires. Il faut aussi, et le foncier est très important dans une politique agricole de transition digne de ce nom, préserver ce foncier à vocation agricole, particulièrement en périurbain, pour un approvisionnement alimentaire relocalisé. On a cité à plusieurs reprises le mot de relocalisation, et ça c'est fondamental, de proximité, de qualité, pour approvisionner sur place. Nous savons ce qu'il faut faire et comment le faire. Le double langage, au niveau de la région, ça suffit. Faisons-le. Faisons ce que l'on sait exactement ce qu'il convient de faire. Merci. Bonsoir. Je suis Jean-Charles Métayer. Moi, je suis un modèle un peu tout le contraire de ce dont on parle. Je suis agriculteur bio à Colpo. Je suis donc en volaille plein air, comme vous pouvez l'imaginer. Je produis à peu près 6000 volailles par an, 6000 poulets. Donc on parle bien aujourd'hui de 120 000 poulets pour ce projet, à peu près tous les 45 jours. Vous voyez à peu près la catégorie complètement différente. Ce sont des projets qui sont très inquiétants pour le monde agricole, pour nous plus professionnels. C'est des projets qui sont assez surprenants. C'est des projets qui nous semblent d'un autre temps. Aujourd'hui, on revient vers une économie locale, une création d'emplois locales, un manger mieux, un bien-être animal, une autonomie de l'éleveur, une autonomie aussi et un contrôle des prix pour l'éleveur, parce qu'on veut une agriculture beaucoup plus rémunératrice. Ce projet aujourd'hui est très inquiétant, puisqu'on parle quand même donc de 120 000 poulets. Pour vous donner un ordre d'idée, 120 000 poulets, ça va consommer à peu près entre 240 et 300 tonnes d'aliments complets tous les 40-45 jours. Donc là, c'est vrai que c'est sous-entendu donc des circulations d'approvisionnement de camions d'aliments très régulièrement, plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Ça sous-entend sur les 300 tonnes, 240 à 300 tonnes d'aliments complets, vous comptez à peu près 20% de soja, entre 15 et 20%, ce qui veut dire à peu près 60 tonnes de soja tous les 40 jours à trouver. Autant vous dire ici localement, ça n'existe pas, on ne peut pas trouver ça ici. Donc obligatoirement, ça va être du soja importé, donc on sait d'où, outre-Atlantique, donc un impact carbone qui est énorme, qui veut dire aussi bien sûr directement une déforestation là-bas, parce que là-bas pour eux c'est l'or vert, ils y vont, donc un double impact carbone négatif. Et donc cautionner un tel projet, c'est très dangereux pour la planète entière. Pour le reste des céréales, donc on va dire les 80% qui restent, c'est pareil, ça va faire des quantités énormes. En local, ça va être très difficile à trouver.
et du coup une indépendance et une autonomie de l'éleveur, donc un lien au sol qui n'existera pas, ça c'est pas possible. Donc ça va être un éleveur qui va être soumis aux influences du marché des céréales. Donc autant vous dire qu'il va être très tendu à certains moments, on va lui présenter un plan au départ, ça passe, il n'y a pas de problème, qu'il va réussir à se faire payer, tout est bien au début sur le contrat qui va passer. On connaît les fluctuations aujourd'hui mondiales des cours des céréales, et cet éleveur il va droit dans le mur, c'est-à-dire qu'à un moment il ne maîtrisera plus rien, donc on peut même être triste pour lui, même s'il a ce projet, c'est quand même très inquiétant même pour lui. Autre problématique, donc les effluents, on en parle depuis tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'au niveau de la DDTM, la direction départementale et territoire de la mer, ils vont réussir à fabriquer un plan d'épandage, hein, vous inquiétez pas, ça va le faire, hein, ils vont trouver des terres. Sur le papier, ça passera. Sauf qu'on va se retrouver avec des plans d'épandage qui vont être à des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres de la ferme. Et bien entendu, les entrepreneurs agricoles ne vont pas aller amener des effluents d'élevage à 100 km. Hein. Donc il y a des champs qui prendront 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois la dose au niveau sur les parcelles les plus proches. Ça c'est évident. Donc avec tous les problèmes de ruissellement, de lessivage, etc. Donc on rejoint ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Autre problématique aussi, moi ce qui me chagrine en tant qu'éleveur, voilà, moi j'ai des poulaillers mobiles hein, qui font 60 mètres carrés, donc c'est tout petit. Hein. Là on parle de projets de 1200 mètres carrés. Donc ça veut dire à peu près pour 2 bâtiments comme ça, plus les quais d'embarquement, plus les quais de débarquement, ça veut dire à peu près un demi-hectare de bétonnage. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est énorme. C'est énorme. Moi, mes petits bâtiments, ils sont posés sur la prairie directement, donc il n'y a pas de bétonnage. Il faut savoir que c'est faisable aussi différemment, hein. On n'est pas obligé de bétonner pour pouvoir élever du poulet. Ça va être une remise en question aussi, bien sûr, j'ai parlé du bien-être de l'éleveur, ça j'en doute très fort. Il y a un bien-être animal aussi qui, là, est très préoccupant. Vous avez déjà dû passer vos têtes dans des bâtiments de volailles industrielles, ça fait peur. Là, ça va faire très très peur. C'est-à-dire qu'il y aura une telle promiscuité dans l'élevage, une telle promiscuité dans les conditions d'élevage. On parlait tout à l'heure d'effluents ammoniaqués, de ventilation pour que ces volailles arrivent à peu près à respirer correctement. Vous avez vu les périodes qu'on a eues là, récemment, là, quand il fait des 35-40 degrés, c'est insupportable. Hein. C'est des choses insupportables. Donc là, ça va à l'encontre aussi de du bien-être animal, ça c'est évident. Donc ce stress va apporter aussi un stress, on va dire, stress animal et un stress pathologique. Donc il va falloir traiter ces animaux pour pas qu'ils tombent malades. Hein. C'est comme nous, si vous êtes dans un stress au niveau mental, un stress physique, vous allez finir par tomber malade. Donc là, ça va être de la prévention. Donc il va falloir traiter ça régulièrement, de façon chronique, mais en plus de la chronicité, on parlait tout à l'heure d'anticoccidiens, il y aura d'autres traitements en plus qui seront obligatoires. Donc là-dessus aussi, il y a des firmes à côté pharmaceutiques qui se frottent les mains sur ce genre d'élevage. Et ça, c'est très important. Et là, l'éleveur, il ne va pas tout maîtriser non plus là-dessus. Donc tout ça, pour vous dire que c'est un projet qui est très très surprenant, qui me semble, moi, d'un autre temps, qui ne sera pas pourvoyeur d'emploi au niveau local, qui sera certainement pas confortable ni pour l'éleveur, ni pour son entourage, qui sera très inconfortable pour le voisinage, ça c'est évident. Et voilà, maintenant la question à se poser, quel modèle sociétal on veut pour demain? Si c'est ce modèle-là, ça va être très inquiétant. Bonsoir, donc, je m'appelle Michel Guinard, je suis gérant des magasins Biocop Talune à Pontivy, l'Oudéac et Locmier qu'on vient d'ouvrir là au mois de mars. Nous, voilà, on est là pour développer aussi une alimentation de qualité et la Biocop a souhaité réagir et être présent aussi là ce soir face à ces risques inhérents de l'agriculture intensive et concentrationnaire qui pour moi est un modèle évidemment dépassé et même dangereux. Dépassé puisque le gouvernement prône maintenant une agriculture vers plus d'agroécologie, à moins que ce soit, comme le disait Lilian, un double langage. On ne peut pas faire prôner le développement durable, le fermier ou le bio, et puis en même temps l'intensif. Pour moi, c'est incompatible. On a vu que les poules pondeuses
voilà, ça bat de l'aile. Notre ancien ministre Travers a même annoncé la fin pour 2022. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? L'agriculture intensive qui persiste sur la volaille. Alors, comme le disait mon prédécesseur, pour moi, lui aussi, il va dans le mur. Donc, c'est un modèle donc, qui est subventionné, comme le rappelait Lilian. Donc, ce double langage, ça m'énerve, ça nous énerve aussi fortement à Biocop. C'est dangereux. Bon, pour l'environnement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été évoqué précédemment. Pour les consommateurs, certes, on a de la viande consommable. Faisant du bio, vendant du bio, nous, on est sur une qualité alimentaire un peu au-dessus, puisque les pesticides, les OGM, on en mesure les impacts sur la santé. Lilian Le Goff pourra en parler bien plus sérieusement que moi. Et donc dans ces élevages du type Langouélan, on va retrouver des fortes concentrations d'ammoniac. On va retrouver des traitements anticoccidiens, des traitements antiparasitaires. Et d'autres, tellement les conditions sont difficiles pour ces poulets. Donc, quel impact sur la santé humaine? Bon, ça, chacun de voir. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait mon choix. Et je ne parle même pas des producteurs eux-mêmes, qui vont travailler dans cet élevage tous les jours. Un impact sur les maladies respiratoires. Bon, et d'un point de vue économique, comme le disait aussi mon prédécesseur, pour moi, c'est un gars qui va dans le mur. Il y a 1,5 million qui vont être investis dans ce projet. Avec les prises de conscience actuelles, est-ce que le consommateur français achètera encore du poulet de ce type-là dans 5 ans? Donc et quand on fait un investissement, c'est mathématique. On a des emprunts et il faut aller jusqu'au bout. Et on arrive à la spirale des agriculteurs en difficulté, qui sera encore probablement activée si ce n'est pas l'inévitable, puisqu'on constate malheureusement beaucoup de suicides en agriculture. Alors pourquoi poursuivre dans cette voie? Je ne sais pas si ce couple, ceux qui portent le projet ont des enfants, ce qu'ils penseront de ce choix. C'est d'un autre monde. Il y a beaucoup de risques dans ce projet. Et on voit qu'il y a d'autres voies. En 90, j'ai ouvert avec d'autres consommateurs un magasin Biocop. Donc ça va bientôt faire 30 ans. On est en 2019 et on est encore sur ce modèle d'agriculture intensive avec complètement aberrant et qui va nous impacter négativement sur notre planète, notre santé, notre environnement. Donc Biocop ouvre des magasins tous les ans. Aujourd'hui, pour ne parler que de la Bretagne, c'est 72 magasins. On en a encore créé 18 l'année dernière, il y en a encore 5 cette année. C'est 24 000 mètres carrés de surface de vente. Et on dit qu'un mètre carré de surface, c'est un hectare de bio. Donc la Bretagne aujourd'hui montre que Biocop est un acteur actif, puisque ça représente 1350 emplois environ. Ça représente aussi 20 000 passages en caisse chaque jour. On travaille avec beaucoup de fournisseurs locaux qui sont engagés avec le réseau. Nous, à Pontivy, on travaille avec 70 producteurs en direct. Donc, comme dirait l'ancien slogan de la conf, moi je préfère 3 petites fermes plutôt qu'une grosse. Et si j'avais cet éleveur en face de moi, je lui proposerais de vraiment réfléchir
à ce projet avant de s'engager dans cette voie qui est pour moi sans issue. Il est enfermé comme ces poulets dans la salle là-bas. Et il risque sans doute aussi de se faire épingler par L214, hein, comme en décembre 2017 sur un projet de 140 000 pondeuses dans les Côtes d'Armor, hein, qui a fait la une de YouTube. Voilà, donc même sans aller jusqu'au bio, il y a d'autres solutions alternatives. Hein, on a Nicole Lepay, par exemple, dans la région de Beau, qui a des poulailles fermières. Bon, même si elle prône le contraire dans sa politique, voilà, il y a d'autres exemples qui sont beaucoup moins risqués pour cet éleveur. Donc, je lui souhaite une bonne réflexion avant de s'engager dans ce projet qui, pour nous, est suicidaire. Voilà, merci. Alors moi je m'appelle Xavier, je prends la parole brièvement au nom du collectif Extinction Rébellion, dont vous avez probablement entendu parler, qui se manifeste pas mal en ce moment donc, du côté de la Grande-Bretagne, d'où il est né. Et notre approche en fait est assez globale parce que c'est une approche de l'urgence où il faut qu'en fait on marque le coup sur l'idée qu'on n'a plus que quelques belles années avant d'essayer d'inverser la tendance, sinon ça va continuer jusqu'à ce qu'on dégringole et puis qu'un jour ce sera plus possible de revenir en arrière et de vivre correctement. Alors je viens juste de préparer un petit propos. Le collectif Extinction Rébellion s'alarme des dérives de notre modèle économique qui ne veut absolument pas tenir compte des enjeux environnementaux à l'échelle planétaire. Alors, alors qu'il faudrait mettre le pied sur le frein de la croissance économique, ce projet de poulailler industriel est symbolique de ce qu'il ne faut plus faire, à savoir importer des matières premières agricoles, nourrir toujours plus d'animaux dans des conditions qui, tout en respectant les normes actuelles, ne respectent pas vraiment le bien-être animal. Tout ça pour nourrir des personnes habitant à plusieurs milliers de kilomètres. Et dans ce schéma, le soja joue un rôle capital pour ce type d'élevage parce qu'il est rarement produit en France et que sa production se fait au détriment de notre planète, qu'il faut déboiser toujours plus. Et sa culture sur le continent américain est rarement bio. Et quand il s'agit d'OGM, parce que malheureusement il y en a beaucoup, cela s'accompagne de copieux arrosages de Roundup à des doses qui dépassent facilement le raisonnable, pour parler raisonnablement. Donc, Extinction Rébellion ne s'est pas spécialisée sur l'élevage, donc je ne vais pas en dire plus. Je vais passer la parole à ma collègue qui va disons, s'élargir sur le bien-être animal. Bonjour, moi c'est Charlotte. Je voulais aujourd'hui vous alerter sur la souffrance animale générée par l'élevage intensif. Donc aujourd'hui, quand on est agriculteur et qu'on fait du poulet de chair, on reçoit ce genre de guide. Qu'est-ce que c'est ? C'est une retranscription des normes européennes qui datent du 8 juin 2010 en matière de poulet de chair et particulièrement de bien-être animal. Alors quel est son titre ? Dispositions pratiques pour les éleveurs, qu'est-ce que le bien-être animal ? On nous propose une définition, celle de l'Organisation mondiale de la santé animale. Je vous la propose. Le bien-être d'un animal, évalué selon des bases scientifiques, est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis. J'en retiendrai que 3 pour ne pas vous embêter ce soir. Bon état de santé. Alors, bon état de santé, sur les 800 millions de poulets qui sont élevés en France chaque année, 30 millions vont mourir en élevage. Pour ceux qui survivent, ils vivent souvent à proximité de leurs congénères en décomposition. Ça, c'est les élevages intensifs que je vous montre en photo. 30% d'entre eux vont développer des anomalies des pattes. Pourquoi ? Parce que nos poulets sont génétiquement modifiés afin de grossir très très vite, puisqu'ils n'ont que 35 jours pour grandir, après ils iront à l'abattoir. De ce fait, leur corps est largement disproportionné par rapport à leurs pattes. Je n'ai pas de photographie, mais je peux vous dire aussi que de nombreux poulets présentent des troubles respiratoires dus à la forte teneur en ammoniac, ainsi que des problèmes cardiaques. Alors je vous pose la question, est-ce que le poulet de Languelan aura un bon état de santé ? Je reprends mon guide.
Deuxième critère, confort suffisant. Alors voici une petite illustration de ce que c'est qu'un hangar de poulailler intensif. Le poulet de Langoélan, donc il sera dans un élevage intensif, ils seront à 22 poulets par mètre carré. S'il avait eu la chance d'être dans un élevage fermier, biologique, label rouge, ils auraient été à 11 poulets par mètre carré. Nos seuils en élevage intensif français sont largement supérieurs à ce qui est préconisé par la Commission européenne. En effet, depuis 2000, ça fait 19 ans que la Commission européenne nous dit que pour éviter des troubles de santé graves sur nos poulets, il faudrait une densité de peuplement de 25 kg par mètre carré. En élevage intensif, on est à peu près à 40, voire 42 kg par mètre carré. Et puis, toujours sur le confort, puisque c'est un critère qui semble important, vous imaginez peut-être que le poulet de Langoélan va courir sur la paille. Ce sera peut-être le cas, oui, les premiers jours. Mais ensuite, cette paille va être recouverte par une immense croûte d'excréments qui ne sera jamais changée, parce que la litière des poulets des élevages intensifs n'est jamais changée au cours de leur misérable vie de 35 jours. Je reprends une dernière fois mon guide. Le troisième critère, bon état nutritionnel. Bon, bah ça, vous venez déjà de le dire. Hein. Comment sera nourri le poulet de Langoélan? On le sait, notamment avec du soja massivement importé du Brésil, qui participe de la déforestation de la forêt amazonienne. Alors, c'est pas comme si on ne savait pas qu'on était dans une urgence climatique notoire. Alors, est-ce que vous pensez que le poulet de Langoélan bénéficiera d'un bien-être animal? Non. Non, je ne pense pas non plus. Pour autant, tout ceci est légal. Aujourd'hui, les conditions qui nous sont proposées par la loi sont génératrices de souffrance animale. Alors, en conclusion, je rappelle qu'un sondage IFOP de juin 2018, c'était il y a un an, a révélé que 91% des personnes interrogées sont défavorables à l'élevage intensif. Alors pourquoi persistons-nous dans un modèle qui est décrié par les consommateurs? Et je pense qu'il y a un lien qui nous unit aujourd'hui. Nous sommes bretons, nous aimons notre terre, nous aimons notre agriculture. Sommes-nous fiers de l'élevage que nous proposons à Langoélan? Non, je ne pense pas que nous soyons fiers de la Bretagne dans ces conditions. C'est à nous de choisir un autre mode d'élevage respectueux de l'environnement et des animaux. Bonsoir à tous, Jean-Marc Thomas. Je m'exprime au nom de la Confédération Paysanne Bretagne pour argumenter notre position défavorable par rapport à la construction de 2 poulaillers neufs à Langoélan. Je ferai d'abord 3 préalables. Mon expression sera respectueuse des personnes. Les porteurs de projets ne sont pas fermés à la discussion, je les ai personnellement rencontrés. Bon, ils sont accrochés à leur projet, c'est sûr, mais s'il y a des expressions qui sont aussi respectueuses ce soir et demain soir et pour les jours suivants, on a peut-être un espoir de discuter avec eux et peut-être un mince espoir de faire réviser leur projet. Il faut savoir quand même que l'opposition qui naît ici à Langoélan est quelque chose qui les heurte profondément parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'est un peu étonnant, vu de notre fenêtre, mais c'est la réalité. Donc, qu'ils soient heurtés ou agressés par nos prises de position, ça paraît normal. Par contre, il est de notre devoir de maintenir les conditions d'une discussion qui soit constructive. Deuxième préalable, nous réaffirmons à la Confédération Paysanne notre soutien à l'installation d'un jeune agriculteur à Langoélan. Mais pas dans les conditions actuelles. Pas dans les conditions actuelles. Nous considérons que l'installation d'un des 2 jeunes porteurs de projet est possible sans avoir à recourir à un projet aussi gigantesque. Ça, c'est le deuxième préalable. Le troisième, c'est que nous considérons qu'une filière volaille a peut-être sa place en Bretagne, mais à condition qu'elle corresponde à une véritable montée en gamme. C'est pas possible qu'on continue à produire du poulet. Alors, on a parlé de poulet de 33 jours. C'est pas tout à fait vrai. Les femelles, les premiers animaux vont partir à 33 jours.
Mais les mâles, eux, vont être abattus en lourd, c'est-à-dire qu'ils vont être engraissés jusqu'à 48 jours. Donc c'est un petit progrès par rapport à ce qui se fait actuellement, par rapport au poulet léger ou par rapport au poulet standard. Mais c'est toujours les mêmes souches, c'est toujours le même aliment. Et donc on ne monte pas en gamme. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on ait des souches à croissance lente, hein, donc d'autres poulets, avec d'autres aliments, pour offrir aux consommateurs une alimentation de qualité. Or celle-ci, elle n'existe pas. Alors, je relativiserai quand même les 91% de gens qui s'élèvent contre l'élevage industriel. Tout le monde est contre l'élevage industriel, sauf qu'à l'heure qu'il est aujourd'hui, nous on est en train de pique-niquer et puis on goûte à des aliments qui sont certainement très sains. Mais à l'heure qu'il est, à Carré, au McDo, il y a des gens qui bouffent des nuggets. Et il y en a trop. Et je crois qu'il faut faire un travail d'éducation, mais c'est pas notre boulot, c'est le boulot des politiques, des décideurs. Et c'est le boulot des filières d'offrir aux gens une alimentation qui soit de qualité, mais qui soit aussi accessible au budget de tout un chacun. Et je pense aussi qu'en termes d'habitudes alimentaires, il faut qu'on se mette une chose dans la tête, et je crois que nous, responsables syndicaux agricoles, il faut qu'on sache regarder les scénarios qui vont nous arriver sur le coin de la figure dans les années qui viennent. Il faudra globalement que la société mange moins de viande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors de meilleure qualité pour celle qui sera mangée, mais je pense qu'il faudra s'orienter vers une alimentation qui soit plus à base de céréales. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, qu'entre un poulet qui pèse 2 kilos et manger 2 kilos de céréales, il faut mieux manger les 2 kilos de céréales. Voilà. Alors, sur le fond du projet, beaucoup de choses ont été dites, je vais essayer de ne pas être redondant. L'emploi, c'est l'agriculture industrielle. Quand j'ai rencontré les porteurs de projets, ils m'ont dit, mais nous, on veut créer des emplois, on veut vivre à Languelon, etc. Ils sont sincères dans ce qu'ils croient. Par contre, ce qu'il faut bien regarder, c'est que nous, si on s'oppose à ce projet-là, c'est pas pour détruire des emplois, c'est pour en créer. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je rappelle le contexte, et la personne en a parlé, c'est qu'aujourd'hui, il préexiste déjà 2 poulaillers qui font au total 4500 mètres carrés, donc des poulaillers qui sont amortis, où l'un des porteurs de projet était en société avec ses beaux-parents. Et cette entreprise marche bien. Et donc, les beaux-parents s'en vont à la retraite. Et donc, l'installation du jeune agriculteur dont je vous parlais tout à l'heure, elle peut très bien s'inscrire dans le cadre de cette première société, hein, donc sur ces poulaillers préexistants, à condition de les rénover, d'autant plus qu'il y a sur cette première société 40 hectares de terre. Donc je sais que ça ne suffit pas pour produire l'alimentation de 4500 mètres carrés, il en faudrait 10 fois plus. Hein. Mais déjà c'est un début, il y a un minimum de lien au sol. Or, pour créer leur projet, eh bien, je ne sais pas pourquoi les porteurs de projets, je n'arrive pas à comprendre, économiquement, me disent qu'il faut investir 1 400 000 € et doubler la surface de volaille de chair pour installer un jeune. Donc, on part de 3 unités de main-d'œuvre au niveau familial pour arriver à 2. Les porteurs de projets me disent qu'il y aura sans doute l'embauche d'un salarié. Ce n'est inscrit nulle part dans le dossier. On peut les croire. Mais pourquoi faut-il créer 2 fois plus de surface de volaille, 2 fois plus de production animale pour au mieux maintenir les emplois? C'est vraiment l'agriculture industrielle qui détruit les emplois. C'est pas l'agriculture paysanne. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des emplois localement. Alors, sur l'autonomie, on en a parlé aussi tout à l'heure. Les porteurs de projets me disent aujourd'hui, on a notre liberté aujourd'hui vis-à-vis de Sanders. Oui, aujourd'hui, mais le jour où ils auront construit le poulailler de 1 400 000 €, ils auront pu, une fois que ce sera parti, ce sera fini. Ils n'auront plus le choix. Et il est clairement écrit dans le dossier, pour ceux qui l'ont lu, qu'aujourd'hui, ils vont produire, il est prévu qu'ils produisent du poulet lourd, mais en fonction, c'est marqué noir sur blanc, en fonction de l'évolution du marché, ils ne s'interdisent pas de produire du poulet léger, et qui ira où? Sans doute à l'exportation. En tous les cas, ce sera certainement encore moins une montée en gamme. Et les porteurs de projets, effectivement, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, ils n'auront pas le choix que de suivre la loi dictée par Sanders. Pour ce qui est des approvisionnements, ils me disent qu'ils vont alimenter leur poulet avec un aliment à base de soja importé d'Amérique latine, ça c'est sûr,
en tous les cas en grande partie, mais qui sera non OGM et qui sera non issu de zones de déforestation. Alors, les bonnes intentions de Sanders, pourquoi pas? Sauf qu'ils ne sont jamais venus discuter avec nous, je ne sais pas pourquoi. Parce que si vraiment c'était ça les objectifs de Sanders, ben, je pense qu'ils auraient pu venir voir la conf en disant voilà ce qu'on a envie de faire, nous présenter leur projet pour qu'on soit avec eux. Sauf que Sanders, quel poids ont-ils vis-à-vis de Bolsonaro, comme vous l'avez cité tout à l'heure? Bolsonaro qui dit allez, on y va, on repart, on déforeste à fond la caisse, on fait de la monoculture. Qui pourra, est-ce que c'est Sanders qui pourra garantir que le soja qui va arriver ici en France sera tracé non OGM? Est-ce que vraiment on peut faire confiance à ces gens-là? Ces gens-là n'ont aucune pitié pour les indigènes qui vivent dans la forêt amazonienne, pour les paysans sans terre. Je pense que c'est important d'aller, je pense qu'avant, ce qui serait intéressant, c'est de proposer aux porteurs de projets d'aller envoyer en formation pendant 1 mois, en immersion, avec le syndicat des paysans sans terre au Brésil, pour voir les conditions de travail dans lesquelles se trouvent ces gens-là. Et je pense qu'ils reviendraient avec un autre regard. Voilà, parce que tout ça, ça profite à qui? Ça profite aux grands propriétaires terriens là-bas, ça profite aux grands patrons de l'agro-industrie, ça profite à une élite. Alors, sur le lien au sol, moi je ne reviendrai pas aussi sur tout ce qui a été dit. Les porteurs de projets n'auront pas le choix que de prendre l'aliment que leur proposera Sanders. Les porteurs de projets n'auront pas le choix que de s'adapter à l'exportation des fientes. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y aurait un plan d'épandage. C'est vrai, c'est faux, il n'y aura pas de plan d'épandage. Il est prévu de faire une plateforme de compostage avec des produits qui seront normés. Sauf que ces produits normés-là, ils partent on ne sait pas où et on ne peut avoir aucun contrôle sur le devenir de ces fientes. Et ça, pour nous, c'est une faiblesse du dossier. Alors, l'autre grande faiblesse du dossier, c'est l'absence de lien au sol. C'est pas possible qu'aujourd'hui, la région encourage des projets. C'est pas possible que les banquiers et les centres de gestion suivent des dossiers où il y a 0 hectare. C'est plus possible. On recommence les conneries qu'on a fait depuis 40 ans, quoi. Voilà, bon, je vais pas m'attarder, mais c'est vrai qu'il y a eu des expressions sur les fonds publics. 50 000 euros, quand on investit 1 400 000 euros, ça représente, je crois, 3,5%. Alors, quelle est l'efficacité de fonds publics sur ces projets-là? Moi, je peux vous dire que 50 000 euros, c'est l'accompagnement d'une exploitation en système herbagé sur 5 ans pour convertir son exploitation d'élevage en système herbagé pendant 5 ans. Une exploitation bretonne moyenne. Voilà. Je déplore aussi un autre aspect, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, je déplore vraiment un autre aspect, c'est que il y a un bilan qui est fait sur les émissions d'ammoniac. Vous en avez parlé. Il y a des bilans qui sont faits aussi sur les émissions de CH4, donc de méthane. Il y a des bilans qui sont faits sur les émissions de protoxyde d'azote, qui sont des gaz qui ont un haut pouvoir réchauffant, c'est-à-dire qui sont bien supérieurs au gaz carbonique. Ces bilans-là, ils sont faits, tant mieux. Mais il n'y a rien, je vous assure, j'ai cherché dans le dossier, j'ai cherché, recherché, je n'ai rien trouvé sur le bilan CO2 de tous les camions, de toutes les rotations de camions qui vont se succéder sur l'élevage. Il n'y a rien sur le transport maritime pour importer le soja d'Amérique latine. Il n'y a rien sur le bilan carbone lié à la déforestation, rien sur la monoculture de céréales, rien sur la monoculture de soja. C'est inadmissible qu'à ce jour, il n'y ait pas une transparence sur les bilans environnementaux et climatiques de nos projets. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous. Donc, je vais être assez rapide puisque tout, je pense, ça a déjà été dit. Alors moi, c'est Nadine Tréguier, je suis partie de Bretagne Vivante et de l'antenne du Crèze-Brest local. Moi, je vais revenir un peu en mon nom propre sur les effluents qui m'inquiètent, sur les eaux de lavage des poulaillers qui sont récupérées, stockées, mais on n'a pas beaucoup de précision. Sur la plateforme de stockage, le ruisseau de Kerlan est à 83 mètres et il est qualifié par le SAGE-CORF comme ressource primordiale d'eau potable et biodiversité pour le territoire. Je vais revenir sur l'ammoniac qui va pas rester, qui va avec les vents aller loin, et je pense surtout aux dordus, à la flore. Moi, je pensais à la flore naturelle, donc la flore qui est quand même intéressante, et surtout à la tourbière de Stank-Pradermel, qui est quand même notée au niveau patrimonial. Voilà. Sinon, je vais parler aussi, je suis partie du CA de Bretagne Vivante.
Donc je vais vous parler au nom de Guénola Kervingan, la présidente. C'était Patrick Philippon qui devait la représenter aujourd'hui avec nous, mais il est aux urgences à Vannes. Donc je ne vais pas vous relire les 2 ou 3 pages qu'elle a écrites, puisque c'est ce qu'on vient d'entendre. Je vais vous lire juste la conclusion de son courrier. Alors, le projet semble donc s'entourer d'un greenwashing, à notre sens, insupportable, tant il est fondé sur des arguments périlleux. Origine des aliments inconnus, destination de la production inconnue, participation à l'économie locale quasi inexistante, bilan carbone irréalisable, émissions ammoniac dans l'air peu renseignées, participation à la pression sur la ressource en eau du territoire non calculée, inconvénients pour le voisinage, bruit, odeur, écoulement, eau, interrogation, non renseigné, non maîtrisé. Respect de la continuité écologique inconnu. Tout est opaque dans ce projet, il ne s'agit sûrement pas de développement durable. Bretagne Vivante n'est pas défavorable à l'implantation d'un projet de production de poulet à Languélan. Mais le projet qui est présenté ici, dont l'économie est basée sur une production de masse non qualitative, avec une faible participation à l'économie locale, une absence totale de maîtrise des impacts sur l'environnement, et encore l'absence totale de démarche de développement durable, nous mène à prendre une position défavorable à ce projet. Donc Guénola Kervingan, présidente. Merci à tous. Du coup, il est 20h, donc on est un peu en retard. Du coup, Michele va vous expliquer comment ça se passe pour rentrer dans la salle. Et après, pour ceux qui restent à l'extérieur, du coup, René nous lira la lettre de Joël Labbé. Voilà, bonsoir à tout le monde. Alors, nous avons fait le petit point avec monsieur le maire et madame la commissaire. Donc, à l'intérieur, il y a 50 places. Ils nous demandent quand même de rester assez calme, d'essayer de mener un débat assez constructif. Donc, il ne faudra pas essayer de trop s'énerver, de gueuler, etc. Julien et moi, on va être à la porte, puisqu'il n'y a pas la place pour tout le monde. S'il y a des personnes qui ont des questions, ils nous demandent, on les fait rentrer et on peut poser les questions, voilà, au porteur de projet ou à madame le commissaire. Et quoi d'autre? Et c'est tout, quoi. Donc, il y a des enceintes à l'extérieur, les fenêtres vont rester ouvertes, etc. Donc, ceux qui veulent rester dehors, voilà, ils peuvent rester dehors. Juste, vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des questions et qu'il n'y a plus de place, vous nous le dites et nous, on vous fait rentrer. Voilà. Voilà, donc René Louaille. Joël Labbé donc, ne peut pas être avec nous ce soir, donc il m'a demandé de lire sa position, de lire un communiqué qu'il a publié dans la journée. Donc Joël Labbé, sénateur du Morbihan, que tout le monde connaît, et au-delà. J'ai pris connaissance du dossier de création de 2 poulaillers industriels de 2200 m² chacun pour une capacité de 120 000 poulets de chair sur la commune de Languélan. J'ai pris note des réserves importantes émises par la mission régionale d'autorité environnementale, tant sur la prise en compte de l'environnement dans le projet que sur la qualité de l'évaluation environnementale. La mission conclut son avis en recommandant la production d'un bilan carbone permettant d'apprécier l'effet global du projet pour l'enjeu du changement climatique et de vérifier la suffisance des mesures envisagées. Ce projet s'inscrit dans un modèle d'industrialisation des productions agricoles et alimentaires qui va à l'encontre de la nécessaire transition vers l'agroécologie et de la relocalisation de l'alimentation. Comment justifier d'un bilan carbone acceptable lorsque l'essentiel de l'alimentation des volailles est importé d'Amérique du Sud au détriment de l'agriculture vivrière sud-américaine, de la forêt primaire amazonienne et des peuples premiers qui y vivent et dont la viande est destinée pour partie à l'exportation vers le Moyen-Orient? Comment justifier la poursuite de ce type d'élevage industriel concentrationnaire au moment où nos populations s'insurgent contre les atteintes au bien-être animal et aspirent à une alimentation de proximité et de qualité? Comment continuer à soutenir financièrement ce modèle qui vient concurrencer les productions artisanales qui, elles, s'inscrivent dans une logique de territoire
d'emplois pérennes, de valeur ajoutée et de respect de l'environnement, de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Notre responsabilité politique est un jeu sur ce type de dossier. On ne peut plus faire de grands discours sur le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité et laisser faire cette fuite en avant, pire encore de la soutenir. La Bretagne continue de subir ces excès de concentration d'élevage et en paie aujourd'hui le prix fort, notamment par la prolifération d'algues vertes. Au vu de toutes ces considérations, je tiens, en ma qualité de sénateur du Morbihan, à porter un avis très défavorable sur ce projet industriel qui va à l'encontre de toutes les préconisations visant à l'atténuation du dérèglement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la réhabilitation des équilibres environnementaux. Voilà le message de Joël Labbé.